Bienvenue sur Serial Monster. Les tueurs en série nous fascinent. Mais qui sont-ils? Voici l'un de ces monstres, décrit par ses voisins comme quelqu'un de charmant et serviable, mais capable du plus inhumain dans le secret de son intimité. Aujourd'hui, Henri-Désiré Landru, le Barbe-Bleue de Gambet. Fin 1918, la guerre vient de se terminer en France. Le maire de Gambet, une petite ville de Seine-et-Oise, devenue en 1968 le département des Yvelines, reçut un étonnant courrier. Il émane de Madame Pelat, lui demanda des nouvelles d'une Madame Anne Colomb, qui, fiancée à un Monsieur Dupont, s'était établie avec lui à Gambet. Le maire est surpris, car il ne connaît pas de Monsieur Dupont installé à Gambet. Quelque temps plus tard, il reçoit une lettre d'une certaine Mademoiselle Lacoste, qui lui demande des nouvelles de sa sœur, Célestine Buisson, laquelle se serait également installée à Gambet avec un Monsieur Frémillet. Il n'y a pas plus de Monsieur Frémillet que de Monsieur Dupont à Gambet, mais frappé par la similitude de ces demandes, le maire met en contact les deux familles qui se rendent compte que Monsieur Dupont et Monsieur Frémillet semblent être la même personne, et s'unissent pour porter plainte contre X auprès du parquet de la Seine. L'inspecteur Belin se trouve chargé de l'affaire et se rend chez Mademoiselle Lacoste. Cette dernière lui explique que sa sœur a rencontré, via une annonce matrimoniale, un certain Monsieur Frémillet. Elle l'a présenté à sa famille. Il est dégarni et porte une barbe noire taillée en pointe. Sa sœur lui a annoncé que Monsieur Frémillet l'avait demandé en mariage et qu'ils étaient partis pour Gambet, où Monsieur Frémillet louait une maison. Mais depuis, aucune nouvelle. Même histoire recueillie auprès de Madame Pelat, sauf que le monsieur se nomme Dupont. Le soir même, Mademoiselle Lacoste téléphone à l'inspecteur Belin. Elle vient de croiser Monsieur Frémillet au sortir d'un magasin de la rue de Rivoli à Paris, au bras d'une femme. Belin se rend immédiatement dans le magasin de la rue de Rivoli et décrit son suspect au vendeur. Ce dernier se souvient du couple, venu acheter un service en porcelaine. Sur le livre de commande se trouve l'identité du monsieur, Lucien Guillet, ingénieur domicilié 76 rue de Rochechouart à Paris. Frémillet, Dupont et maintenant Guillet. Ce n'est plus une enquête, c'est un véritable bottin. Le 12 avril 1919, 6 heures du matin, les inspecteurs Belin et Braumberger frappent à la porte de Monsieur Guillet. Ce dernier leur ouvre en pyjama. La femme qui était chez lui, Fernande Segret, s'est évanouie en voyant les policiers. Guillet est arrêté sur le champ et conduit au commissariat. On s'aperçoit très vite que Guillet s'appelle en réalité Landru. Henri-Charles-Désiré Landru est né le 12 avril 1869 dans le 19e arrondissement de Paris, soit 50 ans jour pour jour avant son arrestation. Son père est chauffeur dans une fonderie et sa mère couturière. Henri aura une enfance heureuse, adoré par ses parents. Il fut un enfant gâté et désiré, d'où son deuxième prénom. Adolescent studieux, Henri-Désiré est aussi enfant de cœur et sert la messe à l'église. Lorsqu'il a 20 ans, son désir de plaire et de paraître le pousse à s'acquitter de ses ambitions sociales. Aussi, tandis qu'il devient commis chez des architectes, il prétend qu'il y travaille en tant que technicien. De 1893 à 1900, il pratique une dizaine de métiers. Comptable, entrepreneur de travaux publics, cartographe, puis fonde une prétendue fabrique de bicyclettes à pétrole avec laquelle il commet sa première escroquerie. Il organise une campagne de publicité nationale spécifiant que toute commande doit être accompagnée d'un mandat représentant un tiers du prix. Les commandes affluent alors, et il disparaît avec l'argent sans jamais livrer les bicyclettes. Allant d'escroquerie en escroquerie, dissimulé sous de faux noms, il collectionne les condamnations à des peines d'amende et de prison. 2 ans en 1904, 13 mois en 1906. Mais parvient à sortir de détention grâce aux expertises de médecins psychiatres qu'il déclare dans un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus tout à fait du moins de l'état normal. En 1909, il est condamné à 3 ans de prison ferme pour escroquerie. À la suite d'une annonce matrimoniale, il avait fêté ses fiançailles avec une certaine Jeanne Isoret, puis s'était fait remettre les titres de celle-ci, avant de disparaître. Dès sa sortie de prison, il monte une nouvelle escroquerie, une carambouille. Il achète un garage qu'il revend immédiatement après, sans avoir payé le précédent propriétaire. La justice l'identifie assez vite comme étant l'auteur de ce délit, et il prend la fuite. En 1914, il est condamné par défaut pour cette affaire à 4 nouvelles années de prison. S'agissant de sa 4e condamnation à une peine de plus de 3 mois, le verdict est assorti de la peine accessoire de relégation, c'est-à-dire qu'il est condamné à être déporté à vie au bagne de Guyane. Landru, qui a déjà connu la prison,
c'est que la détention en Guyane se passe dans des conditions extrêmement difficiles, avec un taux de mortalité très élevé parmi les détenus. Il est dès lors possible, mais ce n'est là qu'une conjecture, que cette condamnation ait joué un rôle dans sa transformation en assassin. Il ne pouvait tout simplement plus se permettre d'être reconnu par l'une de ses victimes. Côté marital, là aussi c'est compliqué. En octobre 1890, il faute avec sa cousine, Marie-Catherine Rémy. La jeune femme se retrouve enceinte et Henri Désiré est dans l'obligation de l'épouser le 7 octobre 1893. De cette union naîtront 4 enfants. Henriette, née le 24 juin 1891, que Landru reconnaîtra à l'issue de son service militaire en 1893, Maurice Alexandre, né le 4 mai 1894, qui, importuné, devra changer à 3 reprises son patronyme, Suzanne, née le 7 avril 1896, et Charles, né le 1er avril 1900. Depuis 1914, il ne passe que très rarement au domicile conjugal, pas plus d'1 ou 2 journées par mois. Sa femme s'en accommode et ne veut pas savoir ce que fait son mari le reste du temps. Lorsqu'il passe, il lui offre toujours des bijoux ou des dentelles. Après son arrestation, une perquisition est menée au domicile de Landru. On découvre, outre le permis de conduire indiquant la véritable identité de Landru, un carnet répertoriant toutes les dépenses de Landru. On trouve aussi une liste de 10 femmes avec des dates et une autre liste de 283 noms de femmes classés par ordre alphabétique. On découvre aussi que Landru loue, sous le nom de Frémillet, une villa à Gambais, et que, juste avant 1915, il louait une autre villa non loin d'ici, à Vernouillet, sous le nom de Cuchet. L'examen des papiers personnels de Landru, et en particulier son carnet de compte, méticuleusement tenu, révèle une vaste opération d'escroquerie au mariage. Pas moins de 283 femmes sont entrées en contact avec Landru suite à des annonces matrimoniales passées par celui-ci dans des journaux. Dans le carnet, la découverte par le commissaire d'hôtel des noms de 10 femmes déclarées officiellement disparues conduit le juge Bonin à inculper Landru de meurtre en mai 1919. Landru est donc accusé du meurtre de 11 personnes. Jeanne-Marie Cuchet, née Jamaste, lingère, veuve d'un commerçant, 39 ans, disparue à Vernouillet en février 1915. Son fils, André Cuchet, 17 ans, vendeur dans une lingerie, disparu également à Vernouillet en février 1915. Thérèse Labordeline, née le 12 août 1868 à Chasse-Commu, Argentine, séparée d'un mari aubergiste, disparu à Vernouillet en juin 1915. Marie-Angélique Guillain, née Pelletier, le 15 avril 1863 à Bellavillers, dans l'Orne, ancienne gouvernante, disparue à Vernouillet le 3 août 1915. Berthana Héon, 55 ans, née au Havre, veuve, femme de ménage, disparue en décembre 1915. Anne Colomb, 44 ans, veuve, secrétaire dans une compagnie d'assurance, disparue à Gambais le 27 décembre 1916. André-Anne Babelet, 19 ans, domestique chez une cartomancienne, disparue à Gambais le 12 avril 1917. Célestine Buisson, veuve, femme de ménage, disparue à Gambais le 19 août 1917. Louise-Joséphine Jaume, 38 ans, séparée de son époux et en instance de divorce, disparue à Gambais le 26 novembre 1917. Anne-Marie Pascal, 33 ans, divorcée, couturière, disparue à Gambais le 5 avril 1918. Marie-Thérèse Mercadier, née le 7 octobre 1881 à Bordeaux, ancienne prostituée tenancière d'une maison de passe rue Saint-Jacques à Paris, connue sous le nom de la Belle Mitaise, disparue à Gambais le 13 janvier 1919 avec ses 3 chiens. Lors de son interrogatoire, Landru nie en bloc et s'endort même à plusieurs reprises. Mais des perquisitions dans les maisons de Vernouillet et de Gambais confirment les accusations. La police retrouvera les cadavres des 3 chiens de Marie-Thérèse Mercadier, étranglés. Ils découvrirent également des débris humains, dans un tas de cendres retrouvés dans un hangar, dans la cheminée, dans la cuisinière. On trouve également des agrafes, des épingles, des morceaux de corset, des boutons, en partie brûlés. En tout, la police retrouve 4 kg 176 g de débris d'os calcinés, dont 1,5 kg provenant de corps humains, ainsi que 47 dents ou fragments de dents. Le 28 juin 1919, les enquêteurs Kling et Bell font brûler dans la cuisinière une tête de mouton et un gigot de 7 livres. Ils constatent que le tirage est excellent et que la graisse de la viande assure une parfaite combustion. De même, les enquêteurs retrouvent dans un garde-meuble loué par Landru des meubles ayant appartenu à l'une des victimes. Les papiers personnels de Landru sont examinés.
en particulier sa comptabilité, qui révèle l'achat de plusieurs scies à métaux et des scies à bûches. Les noms des fiancés y sont même associés à des heures, qui paraissent, pour les enquêteurs, constituer les heures des crimes. 12 avril 1917, Mademoiselle Bablet, 4 heures du soir. 1er septembre 1917, Madame Buisson, 10h15. 26 novembre 1917, Madame Jaume, 5 heures. 5 avril 1918, Madame Pascal, 17h15. L'un des éléments les plus accablants est fourni par des reçus de billets de train. Landru achetait, lors de ses déplacements en train à Vernouillet ou Gambet, un aller-retour pour lui et un aller simple pour la fiancée. Il semble aujourd'hui acquis, tant par des analystes que par des historiens, que les victimes étaient découpées et que les corps, troncs, jambes, bras, étaient soit enterrés dans des bois, soit jetés dans des étangs, tandis que les têtes, mains et pieds étaient incinérés, vraisemblablement dans la cuisinière de la villa. Le 19 décembre 1919, Madame Landru et son fils Maurice sont inculpés de recel qualifié, ainsi que de faux et usage de faux. Interné à la prison Saint-Lazare pour avoir aidé son époux à réaliser des titres ayant appartenu à l'une de ses victimes, Madame Landru obtient finalement un non-lieu. Le procès de Landru débute le 7 novembre 1921. Il est si attendu qu'il devient un véritable spectacle mondain. Colette, Rému, Mistinguett sont au premier rang. La cuisinière dans laquelle il est supposé avoir fait brûler les corps de ses victimes est même transportée dans la salle d'audience. Landru nie jusqu'au bout être l'auteur des crimes dont on l'accuse, concédant toutefois avoir volé et escroqué ses supposées victimes. Il fait preuve à diverses reprises d'une éloquence souvent provoquante devant la cour, allant par exemple jusqu'à s'exclamer « Montrez-moi les cadavres !» Landru est également renommé pour certaines de ses réparties. À l'huissier, chargé de lui remettre la liste des jurés, il dit « Il n'est pas vraiment utile de se déranger, surtout un dimanche, pour si peu de choses. » Au président « Ma mémoire est surmenée par ces longs débats. Chaque fois qu'on voit sur mon carnet un chiffre en haut d'une page, on en déduit que ce fut l'heure où j'accomplissais un crime. » Quand le président lui dit « Voyons, Landru, toutes ces femmes, vos enfants ne disaient rien ?» Landru répondit « Quand je donne un ordre à mes enfants, moi, monsieur le juge, ils obéissent. Ils ne cherchent pas le pourquoi ni le comment. Je me demande comment vous élevez les vôtres. » « Mais vous parlez toujours de ma tête, monsieur l'avocat général. Je regrette de n'en avoir pas plusieurs à vous offrir. »« Moi, j'ai fait disparaître quelqu'un ? Eh ben ça alors, si vous croyez ce que racontent les journaux. » Le président. « Vous pleurez, Landru ? Vous éprouvez le besoin de libérer votre conscience ?» Landru. « Oui, je pleure mes fautes, je me repens, j'ai des remords. Je pleure parce que je pense qu'avec tout le scandale fait autour de mon nom, on a appris à ma pauvre femme que je l'avais trompée. Si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte. » Alors que Landru vient de déclencher l'hilarité du public par une nouvelle répartie, le président menace. « Si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi. » Ce à quoi Landru réplique. « Pour mon compte, monsieur le président, ce n'est pas de refus. » Son avocat, maître Moreau-Giaferi, le défend avec talent. Une scène mémorable eut lieu pendant sa plaidoirie, où il affirme que des victimes avaient été retrouvées et allaient venir se présenter devant la cour d'assises. Le public et les jurés tournèrent la tête vers la porte, que le ténor du barreau avait alors désignée. Et après avoir laissé planer le suspense, il souligna le fait que tous ceux qui avaient tourné la tête vers la sortie avaient ainsi démontré leur manque de conviction concernant la réalité des assassinats imputés à son client, mettant en évidence l'absence de preuves formelles contre Landru, faute de cadavres retrouvés. Mais l'avocat général rétorqua du tac au tac que Landru, lui, n'avait pas tourné la tête vers la porte. Face à une série de témoignages accablants et un faisceau de présomptions convaincantes, maître Moreau-Giaferi ne peut lui éviter d'être condamné à mort le 30 novembre 1921. Le 24 février 1922, Alexandre Mitterrand, président de la République, rejette le recours en grâce déposé. Landru est guillotiné à l'entrée de la prison de Versailles, à l'aube du 25 février 1922 par le bourreau Anatole Debler. Landru a demandé comme dernière volonté de pouvoir se laver les pieds, ce qui lui avait été refusé par peur d'un suicide. À son avocat, qui au pied de l'échafaud, lui demanda si finalement il avouait avoir assassiné ses femmes, Landru répondit « Cela, maître, c'est mon petit bagage. » Fernande Ségret, la dernière maîtresse de Landru avec laquelle il vivait lors de son arrestation, fit carrière dans un cabaret parisien en tant qu'artiste lyrique, puis partit travailler comme institutrice au Liban. Le 22 février 1972, 50 ans jour pour jour après l'exécution de Landru, elle se jeta dans les douves du château de Flers,
non loin de la maison de retraite où elle s'était retirée. Dans sa chambre, il y avait 2 photos, l'une de sa mère, l'autre de Landru. La famille Landru dut changer de nom pour mener une vie tranquille. Maurice Landru, victime d'un maître chanteur, dut en changer 3 fois. La villa de Gambet fut pillée par la foule, puis vendue à un restaurateur qui la rebaptisa « Au grillon du foyer ». C'est de bon goût. Il aménagea une partie de la bâtisse en musée. Le restaurant ferma ses portes en 1940 et la maison fut ensuite revendue à des particuliers. La cuisinière de la villa de Gambet aurait été acquise par un collectionneur américain. D'après plusieurs journaux, en revanche, elle aurait été vendue aux enchères le 23 janvier 1923 au palais de justice de Versailles pour 4200 francs. Depuis, elle a été rachetée par l'animateur, producteur et humoriste Laurent Ruquier, passionné par le personnage. Il a même écrit une pièce sur le sujet en 2005, mise en scène par Jean-Luc Tardieu, au Théâtre Marigny, avec Régis Laspalès dans le rôle principal. L'affaire Landru a inspiré de nombreux livres ou films. Charlie Chaplin s'inspira de l'affaire Landru pour composer le personnage principal de son film Monsieur Verdoux en 1948, ajoutant à l'histoire originale une trame sociale inspirée de la crise économique de 29. Il présentait son héros comme une sorte de victime de la crise et lui donnait même des dehors sympathiques. Claude Chabrol réalisa à son tour un film intitulé Landru, sorti le 25 janvier 1963. Le scénario, inspiré des reconstitutions les plus plausibles de l'affaire, était signé de Françoise Sagan. Le rôle du criminel était dévolu à Charles Denner. On y voit aussi Stéphane Audran, Daniel Darieux ou Michel Morgan. Le 19 septembre 2005, TF1 présente un téléfilm, Henri Désiré Landru, de Pierre Boutron, avec Patrick Timsit dans le rôle principal. Landru n'a pas fini de nous étonner. C'était Serial Monster. Les tueurs en série nous fascinent. Mais qui sont-ils? C'était l'un de ces monstres, décrit par ses voisins comme quelqu'un de charmant et serviable, mais capable du plus inhumain dans le secret de son intimité. A bientôt sur Serial Monster.